Alors, le sont les situations dramatiques. Ici, bien sûr, le pionnier, le maître, c'est Henri Gouillet, dont je vous ai déjà parlé. Donc, je vais suivre essentiellement la pensée qui se trouve dans Le théâtre et l'existence, vraiment petit chef-d'œuvre, enfin, comme souvent les petits livres de Gouillet, qui sont des livres en plus toujours limpides dans leur pensée. Gouillet remarque que il y a un point de vue que l'on peut adopter sur l'existence qui est entièrement inspiré par le théâtre. Ça ne veut pas dire que ce point de vue est peut-être originellement théâtral, mais en tout cas qui va passer par le détour du théâtre pour essayer de penser l'existence. Je vous lis un passage qui est le passage au début justement du théâtre et l'existence qui vient fonder un peu ce point de vue et qui permet de penser les situations dramatiques. Voilà ce que dit Henri Gouillet. Il y a un point de vue moral. Les actions sont alors jugées bonnes ou mauvaises, ainsi que les volontés d'où elles procèdent et les conséquences dont elles sont l'origine. Point de vue moral, c'est est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais. Quand l'action est production, on n'est plus du côté du bon comme tel, mais du bon pour autre chose, du côté de l'utile. Alors, quand l'action est production, elle est utile ou nuisible, mot qui convient également au producteur et au produit. C'est le point de vue économique. Point de vue moral, point de vue économique. Si l'artisan qui produit est aussi un artiste qui crée, nous considérons son activité du point de vue esthétique et nous disons ses œuvres belles ou laides. Vous voyez, 3 points de vue ici que propose Gouillet, classique, point de vue moral, point de vue économique, point de vue esthétique. Et il dit, il y a un autre point de vue, qui est extrêmement courant, mais qui est peu pensé, et qui n'est pas un point de vue esthétique, et simplement esthétique. Alors, vous avez compris, alors, on va parler du théâtre, mais on n'en parle pas au plan esthétique ici. Ce n'est pas la question. Mais voici d'autres jugements. Alors, ces autres jugements courants qui correspondent à d'autres points de vue. À nouveau, il n'est pas en train d'inventer ce point de vue. Il nous montre que ce point de vue existe, qu'il n'est ni moral, ni utilitaire, ni esthétique. Et bien sûr, il n'est pas simplement aussi théorique, puisque c'est pas une science là qui est en jeu, c'est ce qui concerne l'action, vous voyez. On est dans l'ordre pratique. Mais voici d'autres jugements. Une humanité sous la menace de la bombe atomique, c'est vraiment tragique. Ces mineurs ensevelis dans leurs mines, quelle catastrophe dramatique. Il reprend ce qu'on pourrait dire. Avec sa vertu aussi intransigeante que tardive, voyez comme cette vieille coquette est comique. C'est cette idée de la vertu intransigeante et tardive, c'est le grand thème, vous savez, de Molière notamment, et de ce qu'on voit par exemple dans Le Misanthrope. Les femmes deviennent vertueuses parce que foncièrement elles deviennent laides, qu'elles ne peuvent plus être des objets de séduction. Donc il y a un âge, vous voyez, comme disait Shakespeare, finalement les âges de la vie. Vous devenez le juge de paix, si vous voulez, mais parce que vous avez pris du ventre. Bon, vous ne pouvez plus être le jeune premier, c'est fini ce rôle. L'action maintenant n'est plus rapportée à l'agent moral ou au producteur de choses utiles ou au créateur de belles œuvres. Trouver comique l'étalage d'une vertu qu'un passé un peu trop oublié devrait rendre moins provocante, ce n'est point jugé au nom du bien ou du mal. C'est-à-dire c'est comique, c'est pas au nom du bien ou du mal. Ça, c'est très important. Vous remarquerez d'ailleurs, juste petite remarque, que de ce point de vue, Gouillet essaye de rendre autonome le champ dramatique par rapport au champ moral, ce que ne font pas certains auteurs comiques. Quand Molière justifie
la comédie, il dit comique veut dire ridicule, veut dire blâmable. Et donc, vous voyez, il a tendance, pour se justifier, heureusement, c'est pas ce qu'il fait dans son théâtre, mais quand il veut se justifier devant les autres, il dit, regardez, le point de vue dramatique est en fait un point de vue moral. Le comique la comédie sert à dénoncer les ridicules. Donc, c'est pour montrer que les actions sont mauvaises. D'ailleurs, regardez, l'avare est un personnage mauvais, regardez le... Vous comprenez, on dénonce des vices. Bon, mais ce que dit Gouillet, c'est non, il y a autre chose. On ne peut pas réduire ça à un point de vue moral. Parce que dire que cette vieille dame est comique, c'est pas simplement la condamner moralement. C'est montrer une manière de déployer son être, vous voyez. C'est autre chose. Que la catastrophe arrête la production de la mine, est-ce cela qui la rend dramatique? Oui. C'est pas parce qu'il y a un problème utilitaire, une rupture de l'utilité. Ah, on doit fermer la mine. Non. Qu'est-ce qui rend la catastrophe dramatique? Ce n'est pas un point de vue économique. Un Néron, imaginant les Hiroshima de l'avenir, jouirait peut-être de la beauté du spectacle. Vous savez que Néron a incendié Rome, donc là il dit peut-être qu'on pourrait jouir de voir le monde détruit par des bombes atomiques. Ce qui s'est passé, vous savez, avec les Twin Towers, Stockhausen, vous savez, le compositeur contemporain, a dit que c'était la destruction du World Trade Center était la plus grande œuvre esthétique ou artistique du XXIe siècle. Alors oui, vous pouvez regarder ça et en faire une jouissance esthétique, bien sûr. Mais c'est pas... Quand on dit c'est tragique, c'est pas ça. Le tragique exprime un intérêt d'une autre sorte. C'est pas une jouissance esthétique qui est étrange. Donc, il y a sur l'action un point de vue qui n'est ni moral, ni économique, ni esthétique, et pour lequel le vocabulaire usuel ne fournit aucun adjectif. Vous voyez, le travail pionnier de Gouillet, mais au fond, Balthazar fait la même chose à la même époque, à peu près, c'est de dégager justement un point de vue proprement dramatique. C'est ça. Un autre point de vue qui n'est ni moral, ni économique, ni esthétique. Le théâtre ne fait pas appel à des catégories, il précise qu'il aurait le privilège de créer. Le drame est dans le monde avant d'être sur la scène. Les Grecs ont créé leur tragédie pour exprimer la situation tragique de l'homme dans l'univers. Donc, ce que je vous disais, ces catégories sont dramatiques. C'est le théâtre qui nous permet de les considérer. Mais, s'il nous permet de considérer cela, c'est parce que ça correspond à quelque chose qui existe dans nos vies. Vous comprenez ? Donc, le théâtre nous offre des catégories qui nous permettent une lecture de l'existence qui n'est ni morale, ni utilitaire, ni esthétique. Oui, c'est ça. Qui est proprement dramatique. Et qui va se distinguer aussi bien de la philosophie morale que de la philosophie spéculative, bien sûr. Et donc, ça, c'est un point fondamental, et ça, c'est l'apport de Gouillet, qui est justement aussi en accord, je vous ai dit, du point de vue théologique et pas philosophique, avec la pensée de Hans Urs von Balthasar. Ici, vous remarquerez, et ce qui l'intéresse spécialement dans les catégories qu'il appellera dramatiques, c'est les situations dramatiques. Dans la prochaine séance, celle de cet après-midi, je vous parlerai d'autre chose que la question de la situation, plutôt de la question des catégories liées à la personne et au personnage. Donc il y a d'autres aussi choses qu'on peut voir. Mais là, ce sur quoi on va se focaliser, c'est la situation. Première remarque, dans le théâtre, il y a des personnages, mais ces personnages sont toujours pris dans des situations. Alors, il n'y a de théâtre que parce qu'il y a un homme qui parle à d'autres hommes et que lui parle et les autres sont spectateurs. Bon, c'est cette division première.
mais aussi parce que le personnage qui est joué est pris dans une certaine situation. C'est pour ça que le drame apparaît à partir du personnage pris dans sa situation. Alors ça ne veut pas dire que, vous voyez, les deux sont la même chose, vu de deux points de vue différents. Parce qu'on verra qu'on pourra mettre l'accent plus sur le personnage que sur la situation, ou inversement, selon les auteurs. Ici, je prends une citation d'un auteur aujourd'hui oublié, Étienne Souriau. Dans les années 50, il publie un livre qui s'intitule, c'est un auteur un peu structuraliste, c'était la mode à l'époque, Les 200 000 situations dramatiques. Il va formaliser en fait les types de personnages et les types de confrontations qu'ils peuvent avoir. Il va dire, il va essayer de montrer que toutes les situations dramatiques peuvent être pensées à partir de la combinaison d'un petit nombre d'éléments. Il y aura, si vous voulez, une analyse des structures dramatiques ou une typologie, si vous voulez, des situations théâtrales dans son livre. Donc, les 200 000 situations dramatiques, il ne va pas les faire se succéder, les 200 000 dans son livre, vous imaginez, ce sera un petit peu long, mais justement de montrer les éléments qui permettent toutes les combinaisons. Donc certains types de personnages qui vont se trouver en polarité, c'est ça la situation, avec certains autres types de personnages. Ou alors, un personnage qui est attiré par un autre personnage, et puis il y a l'opposant qui vient se mettre... Alors il va essayer de montrer comment ça se structure. C'est des choses que vous retrouverez aujourd'hui dans les textes vulgarisés et parfois un peu vulgaires, type self-help book d'un certain Truby, cet Américain qui a qui donne des cours d'écriture de scénario, vous savez, pour typique scénariste hollywoodien, écriture de scénario. Et vous allez retrouver en fait des choses qui étaient pensées aussi à l'époque par Souriau de manière un peu plus sérieuse. Voilà, en son caractère, en sa nature propre, en son être intime, chaque personnage est isolable, dit Souriau. Il est muré en lui, comme nous le sommes tous. Du fait de la situation, il cesse d'être isolé. Vous voyez, la situation, c'est au moment où le personnage sort de son isolement. Il reçoit pour sa bonne ou male heure une force à la fois subie et incarnée qui le transforme profondément, lui assigne une signification et un destin, l'oblige à vivre tel qu'il s'éprouve et se découvre dans la révélation de ses solidarités, concentrées par le fait de théâtre, dans une étroite et précise constellation de personnes, centre, expression et mode privilégié de présence de tout un univers avec lequel il est en correspondance structurale, en symbiose d'évolution dynamique. La phrase, un peu compliquée, bien sûr, un peu longue, mais qui vous montre que le personnage se révèle au théâtre dans, vous voyez, ces interactions, se révèle, c'est intéressant, c'est le mot révéler qu'il emploie, avec d'autres personnages, et il ne cesse de se transformer à travers ce drame. Le drame est toujours plutôt une transformation du personnage, ou alors une transformation de la situation. Mais il y a cette dimension d'évolution dynamique. Donc vous voyez, il y a une polarité et il y a une coexistence au théâtre entre le personnage et la situation. Selon les auteurs, vous voyez, l'accent peut être mis du côté du personnage qui crée, la confrontation des personnages crée la situation, ou alors c'est la situation qui va créer la confrontation des personnages. Les deux sont possibles. Vous avez compris, c'est Racine et Corneille. Racine, souvent, je parle des plus grandes pièces, des pièces les plus connues de Racine, parce qu'il y a des pièces de Racine qui sont presque cornéliennes, par exemple Mithridate. Mais souvent, vous avez chez Racine des personnages qui sont habités par une passion. Donc si vous les prenez isolément, ces personnages, vous voyez, c'est une passion. Et puis, la scène, c'est un autre personnage qui a une autre passion, et c'est le choc des boules de billard, vous voyez, sur la scène, vous voyez, qu'est-ce que ça fait? Mais Phèdre, elle est amoureuse d'Hippolyte, c'est une tragédie, c'est un truc qui l'habite, contre lequel elle ne peut rien,
Et donc la situation, c'est quoi? C'est cet amour de fait où elle part bille en tête, qui se confronte, bien sûr, à Hippolyte, le jeune fils de l'Amazone, qui aime plutôt Aricie. Alors, Aricie, c'est terrible. Première opposante. Puis, il y a Thésée aussi. On croyait mort, mais qui va revenir, etc. Seconde opposition. Donc, les triples oppositions. L'opposition parce qu'elle est la belle-mère d'Hippolyte, quand même. Donc, c'est un inceste. Il aime Aricie. Thésée va revenir. Bon. C'est ça le drame. Mais tous les personnages ne se transforment pas dans Racine. Il n'y a pas de transformation. Simplement, vous avez cette polarité, cette tension, et puis ça arrive, et c'est l'explosion finale, et après tout le monde est mort. Tout le monde est à terre, ou tout le monde est... C'est-à-dire que c'est la conséquence de cette confrontation de ces personnages qui se rentrent dedans, quoi. Vous avez une scène, normalement, à apprendre d'Andromaque, mais vous voyez bien que dans cette scène, c'est ça, quoi. On se rentre dedans. C'est d'ailleurs pour ça que les comédiens, je ne dis pas les spectateurs, spectateurs souvent ont tendance à, peuvent avoir, c'était le cas de Peggy par exemple, préférer Corneille à Racine. Mais le comédien chérit spécialement Racine. D'abord parce qu'il y a une pureté de la langue, bien sûr, une simplicité, une pureté de la langue extraordinaire, mais aussi parce que à jouer, c'est ça, quoi, à fond. Hier, j'ai regardé Dominique Blanc jouer Phèdre à fond, quoi. Vous voyez, à la limite du grotesque, d'ailleurs. Hein. Donc, le rimel qui tombe. Voilà. Elle est à fond, quoi. Et alors, ils sont contents, quoi. Les comédiens, ils jubilent. Nous, on a l'impression parfois d'être un peu voyeurs. Je ne sais pas si c'est ça ce qu'on voulait voir, mais bon. Enfin, c'est mon point de vue que j'exprime. Expression de quelqu'un qui aime autant Racine que Corneille. Corneille, c'est l'inverse, si vous voulez. Finalement, le Cid, c'est un brave gars, Rodrigue. Il aime Célimène. Voilà. Et puis, il y a un conflit qui apparaît sur... Célimène, pardon, Chimène. Et puis, il y a un conflit qui apparaît entre les parents des deux. Et puis, donc, le père de Rodrigue se sent insulté par le père de Chimène. Et puis, donc voilà, et Rodrigue est pris dans ces dilemmes qu'on appelle cornéliens, entre son amour, il aime Chimène, mais en même temps, il doit venger l'honneur de son père. Va cours vite et me venge. Et donc, c'est la situation qui va créer la confrontation des personnages. Vous voyez ? Il est pris entre l'honneur à tenir pour le père et l'amour, et il est tout le temps, ils sont toujours dans ces débats chez Corneille, vous savez, mais en fait, qu'est-ce que je dois faire? En fait, je suis là, et je vais aller peut-être là, et je vais aller peut-être... C'est pas des personnages qui passent bille en tête avec leur passion, vous voyez? Des personnages qui sont pris dans une situation et qui ne savent pas comment agir. Jusqu'au moment où, bien sûr, il va faire le combat, il va finalement tuer le père de Chimène. Chimène ne peut pas épouser quand même l'assassin de son père. Il va falloir que Rodrigue revienne en héros d'une certaine façon pour que ça redevienne possible, ce qui est résumé par ce célèbre vers de Georges Fourest dans La Négresse blonde. Georges Fourest, grand poète français, qu'il est joli garçon, l'assassin de papa. Belle Alexandra, voilà. Donc, vous comprenez que personnages et situations sont corrélatifs dans le théâtre, mais on peut faire en sorte que ce soit les personnages qui créent la situation ou la situation qui crée finalement la polarité des personnages. Ça, c'est deux manières, et c'est deux manières de voir le monde. C'est très intéressant. On comprend pourquoi Racine, dans cette vision de personnes qui sont rongées par une passion, va devenir janséniste. Elle a une vision de l'homme très dure, hein, marquée par le péché. Et de l'autre côté, chez Corneille, il y a une vision plutôt sympathique de l'humanité. C'est des hommes qui sont pris dans des grandes machineries, dans des grands dispositifs, voilà. Et chez Corneille, ça peut être aussi une manière de voir la tragédie, c'est-à-dire des hommes qui sont pris dans cette machine infernale, dirait Cocteau, etc., vous voyez, mais qui sont pas mauvais. Oedipe, c'est un brave gars.
peut l'accuser, Oedipe, d'avoir fait, après tout, il est aveugle et il va se crever les yeux quand il va découvrir son aveuglement. Donc c'est pas... Okay. C'est deux manières de voir. Mais vous comprenez que, malgré tout, la situation est vraiment déterminante. Et le théâtre est lié à cette première catégorie, les situations dramatiques. Alors, la situation dramatique est d'abord, du point de vue général, je veux juste dramatique. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que suppose un drame? Je dirais, quelle est la différence de ce point de vue avec un point de vue qui serait un point de vue scientifique ou philosophique sur le monde? C'est que nous ne sommes pas là dans une déduction, nous sommes dans une confrontation. Nous ne sommes pas dans, finalement, l'affirmation d'équations ou de propositions intemporelles. Nous sommes dans quelque chose qui est profondément temporel et où il peut y avoir un retournement. Il peut y avoir trahison. Le grand thème, on pourrait dire, du théâtre, c'est la rédemption ou la trahison. Du point de vue de l'esprit scientifique, c'est insupportable. Vous voyez, quand vous avez un traître, votre tendance, parce que vous êtes scientifique, c'est de dire « en fait, c'était un salaud depuis le début ». Et puis quand vous avez un saint, la tendance, c'est de dire « mais en fait, vous voyez, c'était un homme bon. Vous voyez, dès le sein de sa mère, il jeûnait le vendredi. » Quand elle voulait l'allaiter le vendredi, il disait non. Il détournait sa bouche. C'est bien connu. Quant à Judas était un pervers dès le départ. Vous allez faire une histoire de Judas où il commence tout de suite médiocre, quoi. Quand il s'adjoint aux apôtres, il a déjà des visées d'ambition, si vous voulez. Parce que vous n'acceptez pas l'idée de la trahison. Parce que vous voulez des déductions, vous voulez des choses. Ah oui, ça vient de ce qui était avant. Vous êtes dans une causalité simple, qui est une causalité formelle. Vous n'acceptez pas le drame. Le point de vue dramatique, vous n'acceptez pas. C'est le cas aujourd'hui, dans la lecture de l'épidémie. Qu'est-ce que c'est qu'une épidémie? Précisément ce qui vient rompre la possibilité d'une logique simplement déductive ou d'une causalité ordinaire. La différence entre une maladie endémique et une maladie épidémique, vous savez la différence? Maladie endémique, maladie épidémique, c'est la différence que fait Hippocrate. La maladie endémique, c'est la maladie qui est toujours là. Donc on est habitué, les médecins arrivent, il y a un mec qui arrive avec un panari, avec une angine, avec même un cancer. Bon, on connaît, on sait, on vous envoie au service spécialisé. Une épidémie, c'est une maladie qui surgit, par définition. Donc on ne s'y attendait pas. Elle vient nous prendre au dépourvu. Elle vient troubler nos habitudes. Donc par définition, elle a une dimension, c'est la maladie sur son mode le plus dramatique, parce qu'elle n'est pas simplement le drame qui vient frapper un individu, comme n'importe quelle maladie, mais elle surgit dans une société, elle se répand très vite dans une société, et toute la société est bouleversée. Ça devient un événement historique. C'est ce qu'on vit. La virulence de trucs qui n'étaient pas là et qui tout d'un coup devient la chose centrale. Et comme à cette virulence épidémique s'ajoute aujourd'hui la virulence numérique, du numérique, c'est-à-dire que ça fait le buzz en plus, donc là ça envahit tout. Bon, c'est terrible. Ce qu'on vit est terrible. Épidémie de virulence moyenne, mais qui devient une épidémie de virulence maximale type peste noire à cause d'Internet. Et dans cette perspective-là, vous voyez, on pourrait avoir envie d'avoir un point de vue non pas dramatique, mais scientifique, et de chercher des causes simples. Alors, soit vous pouvez dire... c'est-à-dire de maintenir tout sous contrôle. C'est-à-dire la vie, il n'y a pas de drame. Tout doit être sous contrôle. Alors ça vous fait avoir l'attitude qui est celle du préventionnisme asphyxiant, vous voyez, la prophylaxie absolue. Il faut créer un monde où il n'y a plus d'épidémie possible. Donc vous tuez 17 millions de visons. Parce que tous les bétails, c'est des réservoirs à virus. Ouais.
Ouais, enfin, vous détruisez la vie, quoi. La prophylaxie absolue, c'est de ne pas être. D'ailleurs, vous savez bien que les gens avortent pour que leur enfant soit heureux. Ben, c'est ça. C'est la prophylaxie, l'avortement. C'est conçu comme la prophylaxie. L'enfant risquait de vivre une vie malheureuse. D'abord parce que j'en voulais pas. Il aurait été battu, le pauvre, par moi. Donc, il vaut mieux qu'il ne soit pas. Ah, voilà. Donc, comme ça, c'est mieux. Donc, comme ça, il est heureux. Donc, comme ça, voilà. Bon. Ça, c'est la logique de la prophylaxie. Nous allons faire un monde où on s'attend toujours aux épidémies, parce que ça doit être comme une déduction. Vous voyez, ça va arriver, on connaît, on dirait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de mettre du budget sur l'éducation ou sur le théâtre, on va mettre beaucoup d'argent pour acheter des masques. Oui, mais là, il n'y a pas d'épidémie. Oui, mais il faut s'y attendre. Alors, masque. On fait un. C'est normal qu'on se retrouve sans masque, en fait. Faut pas s'étonner, parce que vous vous rendez compte, un mec qui aurait prévu à l'avance de faire des millions de masques, vous voyez, et mettre l'argent de l'État dans ce truc-là, c'est concevoir, en fait, une épidémie comme une maladie endémique. Mais non, ça survient et on est pris au dépourvu. C'est pour ça que nos gouvernements merdent. Du verbe merder. Hein. C'est pas une rupture syntaxique. C'est pas une rupture syntaxique, c'est le verbe merder. C'est pour ça que nos gouvernements merdent. Parce que c'est normal, tout le monde merde au milieu d'une épidémie. On ne peut pas faire autrement. Et alors, il y a ceux qui veulent rester dans la logique déductive aussi. Alors l'autre aspect, à côté de la préventionnisme, c'est le complotisme. Le complotisme accusateur. En fait, c'est pas possible qu'il y ait des épidémies. Il peut pas y avoir de drame dans la vie. Si ça merde, c'est qu'il y a des mecs qui l'ont voulu. Ils se sont réunis. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va leur envoyer dans la gueule? Parce qu'une fois qu'on leur a envoyé ça dans la gueule, la 5G, ça passera comme une lettre à la poste. L'avortement jusqu'à 9 mois, ça passera comme... Personne ne verra rien parce que Covid, vous voyez, les gens verront que Covid prévention contre... Donc, on s'est tous rassemblés. Bill Gates a rencontré, je sais pas moi, le président de la Corée du Nord, puis aussi la Chine qui s'est rencontrée avec Macron, etc. Ils étaient tous là. Ils se sont retrouvés dans une salle obscure. Il n'y a personne, il n'y avait pas de journalistes, bien sûr. Et ils ont décidé qu'ils allaient faire le mal. Pour leur intérêt. Bon, en fait, vous voyez, le problème ici, c'est pas un problème du complotisme, c'est que vous pouvez être complotiste si vous voulez, enfin moi ça pose pas, mais il faut y être à fond, c'est-à-dire dire, oui, sans doute qu'il y a des gens qui tirent les ficelles. Mais ceux qui tirent les ficelles, bon, il y a quand même des libertés humaines, hein, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de coordination dans le mal qui est assez étonnante. Comment ça se fait que tous ces trucs viennent ensemble et que ce Covid, finalement, marche presque main dans la main avec le développement de la digitalisation de la société, avec la perte du sens de la vie, la perte du présentiel. On a l'impression que les apôtres du virtuel auraient pu inventer ce truc. Mais en fait, non. Ils ne sont pas entendus. D'ailleurs, ils sont trop cons. La question, c'est comment des cons qui sont même dans des camps adverses, qui n'ont rien à voir, etc., s'accordent pour produire la dévastation. Ah oui, soyez complotistes, mais reconnaissez qu'à ce moment-là, c'est le démon. Il y a les démons. Oui, ça c'est vrai. Ultimement, le complotisme rationnel, c'est curieux, le seul complotisme rationnel, c'est celui qui croit en Satan. Mais l'autre complotisme, celui qui veut chercher uniquement des responsabilités humaines, en fait, c'est d'une certaine façon un problème épistémologique. Il y a un refus de considérer qu'il puisse y avoir drame, qu'il puisse y avoir rupture de la causalité ordinaire, rupture du monde ordinaire. Et donc, on reste dans un désir où tout est sous contrôle, où tout est sous équation. Or, voilà ce qui se passe dans la logique dramatique. La vie n'est pas un syllogisme. La vie n'est pas une simple déduction des choses. Il y a des événements, et des événements qui opèrent des bascules auxquelles on ne s'attendait pas et auxquelles on ne pouvait pas s'attendre. Où une trahison est possible, où une conversion est possible, où des gens sont pris dans des situations où ils vont finir par s'entretuer, mais finalement il n'y avait personne comme chez Corneille. Qui est vraiment coupable chez Corneille?
Ou comme dans Oedipe, tragédie, ben voilà, l'événement c'est là. On est dans un ordre dramatique où les choses ne s'expliquent pas par déduction. Des choses contingentes qui adviennent et qui nous bouleversent. Donc, vous voyez que la figure même du dramatique, c'est la résistance. C'est le fait qu'il y a quelque chose qui résiste à notre compréhension, qui résiste à notre désir, et qui va produire un bouleversement de type dramatique. Je vous lis un autre passage d'Étienne Souriau. Il n'y aurait pas de drame si la tendance ne rencontrait pas un obstacle. Donc vous voyez, il faut qu'il y ait une tendance, éventuellement chez un personnage, un désir, qui peut lui être donné par la situation, qui peut être lui, vous voyez. Mais il faut qu'il y ait un obstacle. Alors écoutez l'exemple que prend Souriau pour vous faire comprendre la catégorie drame, parce que c'est un peu... Voilà. Le gâteau est là sur la table. Il cherche à se faire comprendre par tous, vous avez compris. Donc voilà la tendance, je désire le gâteau. Totor le désire vivement. Il le prend et il le mange. C'est tout. Là, il n'y a pas eu de drame. La couronne de fer est là sur un coussin. Bonaparte la prend et la pose sur sa tête, dit « Guai a qui la tocca ». Garde à qui la touche, ouais, je sais pas. Et c'est fini. Il n'y a drame que si. Ah, voilà. Pourquoi il y a drame ? Que si à la gourmandise naturelle de Totor s'oppose la défense maternelle. Il n'y a drame que si, en prenant la couronne, l'impérieux conquérant l'enlève à un autre prétendant ou fait de nouveau rentrer dans la poussière les 100 000 hommes qui se sont fait tuer pour empêcher cela. La force de la tendance n'est dramaturgique que si elle rencontre une résistance. Donc vous voyez, le drame n'est jamais dans la fluidité de la déduction. Le propre d'une déduction, c'est qu'on ne rencontre pas de résistance. C'est évident. Et là, on est dans quelque chose qui se heurte à une résistance. Résistance dans notre compréhension des choses, ça sera le propre du tragique d'ailleurs. Résistance parce qu'il y a des personnages, des situations qui font obstacle à notre désir. Et donc, à ce moment-là, face à cette résistance, je suis appelé à une transformation. Trahison, conversion, affrontement, etc. Donc, vous voyez, c'est le propre de la catégorie dramatique de nous faire sortir de la simple logique conceptuelle. Et c'est pour ça que on n'est pas dans un ordre qui est celui de la science et que la science ne permet pas d'aborder. Parce que la science physico-mathématique, je ne parle pas de la philosophie, puisqu'on est en train d'en faire justement, et d'accueillir le dramatique dans la philosophie. Mais une science physico-mathématique, elle passe par des équations univoques, et donc il y a forcément une explication des déductions, une fluidité, voilà. Il y a ceci, donc il y a cela, voilà, point. Là, non. Il y a ceci, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Il y a une tendance, il y a un obstacle, il y a la liberté humaine, il y a une épreuve. Vers quoi je vais aller? Ça, c'est la dimension dramatique. Alors, maintenant, on va entrer dans le détail de ces différentes situations dramatiques. Il y en a deux grandes, vous les connaissez, hein, le tragique et le comique. Vous avez aussi le drame, qui peut être d'ailleurs drame bourgeois ou mélodrame. Vous avez le théâtre de boulevard, comme catégorie comique un peu différente. Hein. Le théâtre de boulevard est un théâtre qui peut être, sous son apparence de superficialité, abyssal. Le système Ribadier, par exemple, de Feydeau, pour ne parler que de Feydeau, qui est le génie, si vous voulez, boulevardier, c'est, enfin, si vous regardez ce qui se passe, le monde qui est décrit, c'est-à-dire des histoires d'adultère, mais où l'adultère devient une sorte de mécanique sympathique, c'est l'enfer. Feydeau décrit le monde infernal, c'est-à-dire un monde où les gens font le mal et ne s'en aperçoivent pas, le banalisent sans cesse, et voilà.
Donc, c'est pas évident ce qu'est le boulevard. Le boulevard est souvent beaucoup plus terrible que ce qu'on imagine. Et il ne faut pas le récuser comme un genre superficiel. Quand on le fait bien, comme Feydeau, ça devient un genre vraiment limite, vraiment limite. Vous avez le théâtre de l'absurde. C'est une autre manière de voir le monde. Alors, on va commencer par la question du tragique. Qu'est-ce que c'est qu'une tragédie ? Qu'est-ce qui caractérise la situation tragique ? C'est là que le génie de Gouillet intervient, parce que Gouillet est vraiment celui qui a fait la spécification des situations et vraiment des différents genres dramatiques de manière très, très intelligente. Alors on pourrait dire, c'est la mort, le malheur. Le malheur s'abat, c'est la mort, etc. Ben non. Ça, la mort, le fait qu'un personnage soit polarisé par la mort, c'est ce qui spécifie la catégorie pour lui dramatique. Par ailleurs, le malheur peut s'abattre, et puis ça peut être le théâtre de l'absurde. Je pense par exemple au théâtre, la pièce de guerre par exemple d'Edward Bond. Vous savez, il y a un théâtre anglais extrêmement dur, trash, qui est représenté par Edward Bond et par Sarah Kane, qui vont avoir une influence, disons que c'est un peu les héritiers de la partie gore de Shakespeare, parce qu'il y a ça chez Shakespeare, notamment Titus Andronicus, les premières pièces, vous voyez, qui étaient très gore, mais théâtre élisabétain, mais avec en plus un écrasement total. Et vous avez ce théâtre qui peint, mais noir sur noir, quoi. Où ça va mal, où les gens sont atroces, où ils finissent par des scènes d'anthropologie familiale, d'anthropophagie, familiale. L'anthropophagie familiale, c'est un classique du théâtre, c'est Thiès, vous savez. Vous connaissez l'histoire, c'est l'origine du drame des Atrides. Atrée invite son frère Thiès parce qu'ils doivent partager le pouvoir, mais Atrée, ça l'emmerde de partager le pouvoir. Puis Thiès lui a fait des sales coups. Donc Atrée invite son frère Thiès et lui offre un repas de réconciliation. Il se trouve que dans ce repas de réconciliation, en guise de viande, si vous voulez, dans le ragoût, il a découpé les enfants de Thyeste. Ce qui fait que Thyeste se met à manger le repas. Atrée lui donne des grandes tapes dans le dos. Tu es mon frère. Et Thyeste, au moment où il arrive, il dit c'est pas mal ce ragoût de lapin, vraiment très bon, bien cuisiné et tout. Et c'est là que Atrée lui dit mais en fait ce que tu manges c'est pas du lapin. Maintenant je vais t'expliquer ce qui se passe. Bon, c'est sûr qu'après ça la digestion est difficile. Mais vous comprenez que tel que je vous le raconte cette histoire, je pourrais en faire une pièce grotesque, comique. Je pourrais aussi en faire une pièce du théâtre de l'absurde, c'est-à-dire vous voyez vraiment la malfaisance humaine à l'œuvre jusqu'à la fin. Les hommes sont des êtres bas, des êtres rampants, etc. Pourquoi pas ? Ça n'est pas de la tragédie. Qu'est-ce qu'il faut pour que ce soit de la tragédie ? C'est ça la question. Qu'est-ce que c'est qu'une tragédie ? Alors, c'est là que Gouillet fait cette remarque. Alors, il va prendre l'exemple de Madame Butterfly. Madame Butterfly, vous savez, c'est un grand opéra. Pourquoi il prend cet exemple ? Parce qu'il est confronté justement au fait que Madame Butterfly a été appelée tragédie par certains. Donc voilà. Madame Butterfly, tragédie japonaise, lit-on sur l'affiche de l'opéra comique. Que peut-il bien y avoir de japonais dans cette œuvre dont le caractère le plus apparent est de n'en avoir aucun ? C'est vrai que souvent l'opéra de cette époque, l'opéra vériste, a un côté un peu kitsch. C'est pas très bien ce que c'est, où on aime, enfin bon. Mais le substantif est encore plus étonnant que l'adjectif. Il y a, si pareille expression est permise, une telle perfection dans la privation que l'absence même de tout reflet tragique éclaire par contraste ce qui constitue la véritable tragédie. Donc, Madame Butterfly est vraiment pas une tragédie, ça finit par un suicide, mais c'est pas une tragédie, mais ça nous permet de comprendre ce qu'est la tragédie par ce qui manque dans Madame Butterfly. On connaît l'histoire. Un officier de la marine américaine joue à épouser une ingénue japonaise. Or, celle-ci ne badine pas avec l'amour, son pseudo-mari la quitte, ce qui est tout naturel dans son métier, officier de la marine.
Elle l'attend avec une patience qui suspend le vol du temps. Quand le militaire au cœur léger a la singulière idée de revenir en compagnie de la jeune personne qui est sa femme devant les lois de son pays, Madame Butterfly comprend et se tue. Le coupable est très ennuyé et le consul des États-Unis encore bien davantage. Voilà la manière de présenter la chose par Henri Gouillet, résumé. Résumé exprès un peu comique, un peu grotesque, mais pour pouvoir poser la question, où est le tragique? C'est pas parce qu'il y a suicide, c'est grave un suicide. Pourtant, ça n'est pas tragique. Il peut même y avoir une résolution heureuse, et ça peut être une tragédie. Vous connaissez un cas comme cela? L'Orestie, Oreste n'est pas condamné à mort. Donc ça, c'est par excellence. Ou encore, la très grande et belle tragédie d'Euripide, Alceste. Vous connaissez l'histoire d'Alceste et du roi Admète. Alceste, c'est une femme. Ici, c'est pas un homme comme dans le Misanthrope. De la même façon que Phèdre est un homme chez Platon et pas une femme comme dans la pièce. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est Thanatos qui, je ne sais pour quelle raison, enfin la mort, qui dit que maintenant le roi Admète doit mourir, que ça y est, son heure est venue. Et Admète est vraiment mal à l'aise et il essaye de négocier avec Thanatos et lui dit mais en fait est-ce qu'on pourrait pas quand même, tu pourrais pas prendre quelqu'un d'autre? Non, il dit, non, d'abord il lui dit est-ce que tu pourrais pas repousser le moment? Il lui dit non, là maintenant c'est maintenant. Alors après il dit tu pourrais peut-être prendre quelqu'un d'autre. C'est une pièce vraiment étonnante. Alors Thanatos lui dit ok, vas-y trouve-moi quelqu'un d'autre qui serait prêt à mourir à ta place. Alors d'abord Admète va voir ses parents. Et il leur explique, écoutez, l'ordre des choses, c'est que les parents meurent avant leurs enfants, vous comprenez? Donc, franchement, je vous pousse un petit peu vers la tombe, mais vous pouvez y aller, quoi. Après tout, vous êtes mes parents, c'est normal que le père meure pour le fils, etc. Et les parents, ils disent, pas question. Nous, on a envie de vivre, on est contents. Puis après tout, c'est pas nous qui avons décidé. C'est la mort a décidé que c'était ton heure, c'est pas la nôtre. Alors déjà, c'est une scène assez cocasse. C'est vraiment une pièce très très drôle, en fait. C'est une tragédie, mais c'est très drôle. Et puis, finalement, le grand truc, c'est qu'il essaye de convaincre sa femme. Après tout, vous avez une femme. Une femme, ça sert à ça. Est-ce que ça meurt à votre place? Soit en faisant la cuisine et le ménage, donc à petit feu, si j'ose dire, à pot-au-feu, de toute certaine façon. Ou alors, il faut qu'elle le fasse, vous comprenez, d'un coup, là, comme ça. Donc, Admète lui dit, écoute, chérie, j'ai un truc à te dire. La mort est venue me voir, elle veut que je meure, je suis le roi, tu n'es que la reine. Est-ce que tu voudrais pas... Voilà. Et Alceste accepte. Thanatos vient chercher Alceste, l'emmène donc dans les enfers, et à ce moment-là, c'est ça qui est très beau, parce qu'en fait, Admète est bien obligé d'admettre que il a fait une connerie. Parce que tout d'un coup, il devient fou amoureux d'Alceste. Parce que vous voyez, il se dit, ma femme est morte à ma place, combien elle m'aimait, donc c'est pas possible qu'elle soit dans les enfers, c'est atroce, je ne veux pas qu'elle meure. Et c'est rigolo, donc renversement de la situation. Et là, il n'en peut plus, il dit, mais maintenant, il faut que je meure moi, et alors... Et ce qui va se passer, c'est que Hercule, bien sûr, va descendre aux enfers et ramener Alceste. Et donc ça finit bien parce qu'Alceste se retrouve à Admète. Et Hercule arrive à négocier, enfin, parce que c'est Hercule quand même. Voilà, Thanatos ferme sa gueule et c'est réglé. Et vous voyez, c'est une tragédie qui finit bien. Bon, c'est du Euripide. Alors Euripide, c'est plus la tragédie complètement verticale qu'on trouve chez les autres, mais quand même, c'est une tragédie. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'une tragédie peut bien s'achever. C'est pas le malheur. On peut concevoir le malheur sous un mode absurde, sous un mode dramatique, sous un mode mélodramatique. C'est quoi le mode mélodramatique?
Vous savez, il y a une des phrases de Péguy qui m'a le plus marqué. C'est dans Deux Jean Coste, où il parle des pauvres, de ceux qui sont même ceux qui sont dans la misère. Et il dit que leur plus grande misère, c'est que leur situation est tragique, mais que le monde bourgeois ne leur donne pour exprimer leur situation que le vocabulaire du mélodrame. Et c'est la pire des choses qui peut nous arriver. Être dans une situation tragique et n'avoir que le vocabulaire du mélodrame. C'est ce qui se passe pendant les périodes de pandémie, là, quand il y avait à Bergame. Vous savez, c'est quoi le mélodrame ? C'est le sentimentalisme. Vous voyez ? C'est du mélo. Il y a un drame, il y a une mort, il y a un malheur. Mais ça s'exprime à travers quoi ? À travers le pathos, à travers l'émotionnel, à travers la surenchère de l'émotionnel. Et ça devient d'ailleurs petit, parce que petit, ça veut dire ça à la mesure de quoi ? De nos pleurnicheries. Vous voyez ? La chambre à gaz, les millions de morts, et qu'est-ce que vous faites ça ? Oh non, c'est trop terrible. Oh, c'est mal. Non, en fait, là c'est pas très. Vous voyez, c'est le mélodrame. Le mélodrame, c'est le drame ramené à une sorte de déchirure sentimentale. Et c'est ça la réponse. C'est pas le tragique. Alors, c'est quoi le tragique ? Où est le tragique ? Demande Henri Gouillet. Il n'est pas nécessaire de savoir le définir pour éprouver sa présence ou constater son absence. Sans doute le personnage le plus sympathique meurt sous nos yeux avec toute la lenteur qu'exige la partition. Pas de Madame Butterfly. Sans doute il s'agit d'une mort violente et prématurée. Et pourtant, ce n'est ici qu'un fait divers mis en musique. Il y avait cependant une possibilité tragique. À la fin du premier acte, un prêtre vient maudire celle qui, en se liant à l'étranger, trahit ses dieux. Des japonaises, pourquoi tu épouses un... Imaginons une œuvre puissamment inspirée par le thème d'un amour sacrilège qui produit une colère divine. Alors, qu'est-ce que c'est cette situation-là ? Madame Butterfly, tout d'un coup, brave les puissances surnaturelles. Ses noces sont un défi au maître du ciel et de la terre. Ses malheurs signifient l'implacable présence d'une volonté inhumaine dans sa justice surhumaine. Le fait divers est dépassé, l'action s'élève à cette grandeur que nous appelons tragique. Pourquoi ? Par la présence d'une transcendance. Un événement n'est pas tragique par lui-même, mais par ce qu'il signifie, et cette signification est tragique lorsqu'elle introduit le signe d'une transcendance. La définition du tragique, c'est l'homme qui est en proie à la volonté des dieux. L'homme en proie aux dieux. Ça devient une situation tragique. Macbeth, dira-t-il, est une tragédie. Pourquoi ? Parce que Macbeth, au début de Macbeth, il y a l'annonce qu'il va devenir le roi, mais l'annonce aussi est la prophétie qu'il va perdre sa couronne quand la forêt va se mettre à se mouvoir, etc. Et ça veut dire quoi ? Dire que tout d'un coup, il y a l'irruption d'une parole qui vient d'ailleurs. Les sorcières vont annoncer, là, comme dans Oedipe, vous savez, il y a l'oracle. Donc il y a irruption d'une parole qui vient d'ailleurs. Et c'est pour ça que le personnage tragique n'est pas quelqu'un qui gémit de son bobo, n'est pas quelqu'un qui va vers une mort sans phrase non plus. Qu'est-ce que c'est qu'un personnage tragique ? Qu'est-ce qui fait la dignité du personnage tragique ? C'est un personnage qui est frappé par le malheur, déchiré, mais vertical, et qui interpelle le ciel, qui se tourne vers le ciel et qui dit pourquoi. Vous voyez, ça c'est du tragique. Qu'est-ce que vous avez fait ? Il n'y a de tragique que dans cette verticalité. On sort de l'horizontalité bourgeoise, on sort du drame où ignorer que l'homme confronté à sa mort. Il y a dans le tragique toujours une malédiction ou une bénédiction, quelque chose qui nous dépasse
qui est plus grand que nous et qui nous déchire. Vous voyez, dans Alceste, c'est une tragédie parce qu'il y a l'irruption des dieux. Avec cette grande phrase, vous savez, d'Euripide, c'est le refrain quasiment des tragédies d'Euripide, à l'inattendu, les dieux livrent passage. C'est l'irruption de l'inattendu des dieux. Et voyez, la joie déchirante d'Admète, parce qu'Alceste revient, parce que c'est une sorte de résurrection, vous voyez, c'est encore tragique. Pas au sens où il n'y a eu que du malheur, là, mais dans un sens beaucoup plus large, au sens où l'homme est livré à quelque chose qui le dépasse, qui ne fait pas que le dilater, qui le déchire parce que c'est au-delà de ses capacités. C'est pour ça que même avec la résurrection, la catégorie de tragique permet de penser l'évangile. C'est pas simplement la fatalité, le tragique. Vous pourriez penser que la fatalité, c'est cette sorte de mécanisme automatique, etc. Mais c'est pas vrai. Parce que vous voyez, dans le tragique, il y a autre chose que cette simple fatalité. Donc, je vous ai parlé du tragique exclusivement. Il y a bien sûr l'autre catégorie, j'aurais pu en parler du comique, je dis juste un mot là-dessus. Vous savez que le propre du comique, c'est de réduire un personnage à un archétype. D'ailleurs, vous remarquerez que les grandes comédies portent le nom d'un vice. Donc, l'avare, le misanthrope, Crommelin qui avait fait une pièce qui s'appelait Le cocu magnifique. Le personnage comique n'est pas un personnage qui a une véritable histoire, qui a une profondeur biographique. Parce que si vous lui donnez une profondeur biographique à ce personnage, vous arrêtez de rire. Imaginez Harpagon, qui est l'avare. Il nous fait rire parce qu'il est comme la personnification d'un vice. Et il a une sorte de mécanique qui est celle de son obsession. C'est ça qui est drôle. Comme disait Bergson, mécanique plaquée sur du vivant. Mais si vous, tout d'un coup vous dites, mais vous comprenez, Harpagon, il est comme ça parce que il a été très pauvre quand il était petit. Son père buvait. Sa mère était obligée de se prostituer. Et vous voyez, quand il a commencé à avoir quelques sous, la peur de manquer, vous voyez, l'a rendu. Et là, tout d'un coup, vous dites, allez, d'accord, c'est pas drôle du tout. C'est terrible. Oui, parce que vous avez donné une profondeur biographique à ce qui ne nous fait rire que parce que c'est un type, un archétype. Vous voyez, ça ne marche que comme ça, le comique. Pour ça, d'ailleurs, qu'il peut y avoir deux choses. Vous voyez un mec qui glisse sur une peau de banane dans la rue, c'est un inconnu, ça peut être drôle. Mais c'est votre grand-père à qui on vient de mettre une prothèse de hanche, c'est moins drôle. Ah, vous avez toute la profondeur biographique, vous voyez, qui fait que, oula, c'est quelqu'un qui est frappé, c'est pas un simple archétype. C'est pour ça qu'en fait, la comédie est souvent beaucoup plus abstraite que la tragédie. Les personnages ont moins d'épaisseur. Et la comédie nous fait entrer dans un monde où il s'agit souvent de dénoncer des types, et c'est pour ça qu'elle est aussi, curieusement, plus morale que la tragédie. La tragédie nous livre à l'incompréhensible beaucoup plus que la comédie qui nous fait voir des ridicules. Donc, on pourrait dire qu'un des grands drames de notre époque, c'est d'avoir perdu la catégorie tragique et de tout écraser dans une lecture qui est soit mélodramatique, soit celle du drame bourgeois, soit celle du théâtre de l'absurde. C'est-à-dire de perdre de vue le fait que dans notre rapport au mal, mais aussi au bien, nous sommes pris dans un rapport à une transcendance. Et que la grandeur de l'homme, c'est pas d'accuser son voisin, c'est pas de se lamenter, de pleurnicher dans son mouchoir, mais c'est de parler sous la voûte étoilée et d'interpeller le ciel. Oui. Ça, c'est la situation tragique. Et c'est ça ce que la catégorie tragique révèle de notre être. Notre grandeur, c'est de pouvoir tutoyer les dieux, pouvoir les supplier, vous voyez,
et d'être cette supplication, souvent sans réponse, mais qui nous livre toujours davantage à ce qui est plus grand que nous. Ça, c'est profondément le tragique. Voilà, merci.